avoir des cheveux longs pour qu'ils soient comme ça. Autant les couper. Hein. Je voulais pas m'attacher les cheveux, mais là ils sont trop propres en fait. Trop propres, ils s'envolent, ils sont trop fluides, ils me chatouillent, ils tombent, ça m'énerve. Hey! Donc, ne vous laissez pas ainsi méprendre par mon dynamisme du jour, parce que l'histoire dont je vais vous parler est une histoire à vomir. À vomir, j'ai pas d'autre terme. Mais ce qui est encore plus à vomir, je pense, ça c'est l'autoflagellation qui parle, c'est de s'être rendu compte tardivement en fait à quel point l'histoire que je vais vous raconter était grave et injuste. Donc cette fameuse histoire en fait va tourner autour d'une ancienne camarade de classe que j'avais qui s'appelait Marie-Aimée. Je me permets de la nommer parce que de 1 on se fréquente plus du tout, je pense qu'elle doit même plus se rappeler de qui je suis, ni de comment je m'appelle, ni rien. Même si je me trompe, voilà, on n'est pas en contact direct, c'est la deuxième raison ça, c'est qu'on n'est pas en contact direct, donc on peut pas nous assimiler l'une avec l'autre, donc d'après moi elle ne risque rien, mais j'ai vraiment très envie de vous raconter l'histoire de Marie-Aimée, parce que Marie-Aimée est une élève qui a subi un véritable calvaire. Je crois que j'ai été dans sa classe pendant 2 voire 3 ans, et ce qu'elle a subi était littéralement inhumain. Je crois que c'est le pire des exemples en fait de discrimination, de racisme et de harcèlement scolaire auquel moi j'ai été confrontée et que j'ai vu de mes propres yeux. Marie-Aimée, si vous voulez, personne ne savait beaucoup de choses à son propos. Les seules choses dont on avait entendu dans des bruits de couloir, c'était qu'elle était réfugiée en France, qu'elle a dû quitter un pays, alors je ne sais plus quel pays c'était. Moi j'avais quel âge? 12, je l'ai connue à 12 ans je pense. Donc si j'avais 12 ans, c'est qu'on était en 2003, 2002, 2003. Et donc elle était réfugiée de ce qu'on avait entendu parler en France parce qu'elle avait subi un génocide dans son pays et que ses parents s'étaient fait assassiner sous ses yeux à coups de machette, quand même. Donc rien que ça déjà, c'est une histoire, c'est pas l'histoire à tout le monde. Et visiblement, voilà, elle avait été accueillie, mais on savait pas encore une fois trop à quel endroit. Je pense qu'elle était en foyer, encore une fois c'était les bruits de couloir et des bribes de ma mémoire qui me restent. Il me semble que tout le monde disait qu'elle était en foyer et réfugiée en France. Et donc en tant que camarade ou en tant même qu'individu civilisé, qu'est-ce qu'on attendrait en fait de la part des élèves face à une personne comme Marie-Aimée? Ce serait peut-être un petit peu d'empathie, un petit peu de soutien, un petit peu d'entraide, et surtout d'être amical, minimum quoi, c'est le minimum syndical. Sauf que Marie-Aimée n'a jamais été soutenue par le moindre des élèves dans cette école. Elle avait zéro ami, zéro. C'était une fille qui était seule de bout en bout du matin jusqu'au soir. Et c'était vraiment la risée au sein de notre classe, mais pas qu'au sein de notre classe, c'est-à-dire que même en dehors de la classe, elle était archi persécutée. Et je vous donne les détails juste après, trigger warning, si jamais vous avez le cœur fragile et que vous ne supportez pas en fait entendre ce genre d'histoire, je vous conseille à partir de maintenant de quitter la vidéo parce que je vais commencer à rentrer dans les détails. Et voilà, je préviens juste parce que effectivement c'est très très violent. Donc Marie-Aimée, elle était comme la plupart d'entre nous quoi, je veux dire, elle était un poil plus âgée que nous par contre. Je crois qu'elle avait genre 2 ans de plus que l'âge de la classe. Donc elle était en phase de puberté un peu plus avancée que la nôtre, parce que moi quand je suis arrivée dans cette école, je finissais mes 11 ans et demi, j'entamais mes 12 ans. Donc vous voyez, on est juste en fait dans la puberté, c'est vraiment le début, c'est le démarrage. Elle avait, ouais, il me semble, 2 ans de plus. Donc en pleine puberté, évidemment, on transpire. Et Marie-Aimée transpirait beaucoup et sentait la transpiration. Et ça avait le don d'exciter en fait la méchanceté des autres camarades. Alors c'était plus particulièrement les garçons qui se moquaient d'elle et qui la martyrisaient. Après il y avait quelques filles qui étaient pas tendres non plus. Mais je dirais que les pires choses que j'ai vues, c'était vraiment les garçons. Donc vu qu'elle transpirait, qu'elle portait sur elle une odeur de transpiration, quand elle passait à côté de quelqu'un ou quoi que ce soit, c'était tout de suite des « Pouah, Marie-Aimée tu pues, vas-y, va te laver, dégage, pousse-toi, bah, je vais vomir !» Personne ne s'est posé la question de si elle avait accès justement à des produits d'hygiène, vu qu'on savait pas trop, c'était carrément flou en fait, la façon dont elle vivait, on savait pas si elle avait les moyens, c'est vrai qu'elle portait très souvent les mêmes vêtements pour la semaine complète, mais je veux dire, c'est plus triste qu'autre chose en réalité. C'est plus triste qu'autre chose parce que c'est comme un signe de précarité. Et c'est vrai que dans ce collège où j'étais, qui était un des meilleurs collèges de Montpellier privé,
en termes de classement, je veux dire. Je dis pas ça parce que j'ai été dedans. Moi, j'étais pas prédestinée à aller en privé de base. Hein. Quand j'ai atterri dans ce collège, moi, j'étais un peu un l'ovni, j'ai envie de dire, en termes de mentalité, parce que on côtoyait beaucoup de gens de grandes familles, bon, pas que, mais il y avait quand même pas mal de personnes de grandes familles, dans le sens bourgeoisie, et il y avait aussi des élèves, voilà, qui venaient de familles vraiment aisées. Et après, t'avais quelques personnes de la classe moyenne et de la classe sociale basse comme Marie-Aimée. Donc ça, c'était plutôt mon cas, et le cas de quelques-uns par-ci, par-là. Donc la précarité, en fait, ces jeunes-là, ça leur parlait pas, quoi. Ils leur pissaient dessus à la précarité. Eux, ils vivaient bien, privilégiés. Donc le cas Marie-Aimée les interpellait pas du tout. Quand elle avait le malheur de les effleurer du bout de son bras ou de je ne sais trop quoi, c'était comme s'ils avaient touché un rat. Donc quand elle effleurait, c'était tout de suite des « Oh, elle m'a touché, elle m'a touché ah. !» À nous, la distanciation sociale, on n'a pas attendu 2020. Hein. C'est Marie-Aimée qui a inventé la distanciation sociale au sein de ce collège. Tout le monde se tenait pas moins de 1,50 m d'elle, parce que toujours cette histoire des odeurs, il faut pas qu'elle me touche, il faut pas qu'elle m'approche. Et c'est une vision, franchement, quand j'ai de nouveau les images en tête, en fait, j'essaie juste de me mettre à la place de cette petite fille, parce que ça restait une petite fille, une pauvre petite fille, qui n'a plus personne pour la protéger, pour la défendre, plus de papa, plus de maman, qui en ressort avec des traumatismes énormes qu'on n'est même pas capable en fait nous d'imaginer. Et j'ai juste mal au cœur. Je vous jure que quand j'ai écrit la vidéo d'aujourd'hui, j'en ai chialé en fait. J'en ai chialé de réaliser. Voilà, parce que je le voyais, mais aujourd'hui je le réalise. Lorsqu'il y avait aussi, vous savez, des, je sais pas moi, des sorties ou des trucs comme ça, des fois, on était encore un brin petit. Des fois, on demandait à ce qu'on se tienne la main. Ouais, on avait beau avoir 12 ans, mais il fallait des fois se tenir la main. J'arrive plus trop à me souvenir du pourquoi, du comment. Bon, c'était pas genre, mettez-vous en rang, tenez-vous la main. Mais il y avait des moments où il fallait le faire. Et la personne, à chaque fois, qui était désignée avec Marie-Aimée, surtout quand il y avait, quand le nombre des élèves de la classe était un nombre pair, il y avait forcément quelqu'un qui devait tenir la main à Marie-Aimée et qui ne voulait pas. Et alors le professeur insistait, donnez-vous la main, tenez-vous la main, oh non, vas-y, non. Et il préférait se prendre une heure de colle, parce qu'il fallait faire le coq un peu devant toute l'assemblée, hein, bien sûr. Quand on disait tu vas prendre une heure de colle, ben, il disait mettez-la moi. Il préférait se prendre une heure de colle que de toucher, de tenir la main de Marie-Aimée quand même. Et pour ceux qui étaient moins courageux et qui ne voulaient pas l'heure de colle et qui étaient obligés de tenir la main à Marie-Aimée, ils la tenaient du bout des doigts. Et après, pour le spectacle, pour le théâtre, monsieur, madame, je peux aller me laver les mains s'il vous plaît, là, c'est urgent. C'est urgent de quoi, saloperie, quoi, c'est un être humain, bordel. Et là, même si vous êtes déjà écœuré, faut que vous vous disiez que ce n'est qu'un début du récit, parce que ce qui va suivre après, c'est encore plus monstrueux. Donc quand on s'adressait à elle des fois, je dis on, c'est un on qui est général, mais qui ne m'inclut certainement pas là-dedans. Mais quand on s'adressait à elle, c'était souvent avec un accent africain très prononcé, justement pour se foutre de sa gueule, en fait, hein, tout simplement. Alors moi, en soi, imiter les accents, je fais partie des gens qui trouvent pas ça choquant, parce que des accents, ça existe. Moi, quand je suis allée aux États-Unis, on a imité mon accent français, et je ne l'ai absolument pas mal pris, même s'il n'était pas très valorisant, mais au moins, ça m'a permis d'écouter, en fait, la musique de l'accent français, et nous, on n'en a juste pas conscience. Tandis que là, je suis désolée, ça avait rien à voir. Là, l'intention, elle était juste immonde. C'était juste pour se foutre de sa gueule, parler comme une africaine, genre pour voilà, on se met à ton niveau, tu comprends mieux comme ça. Je crois qu'il y a des claques qui ont dû se perdre. Quand on était en classe, j'ai déjà vu des gens lui tendre des bananes. Voilà, quand on avait notre goûter, certaines personnes avaient des bananes. Donc on lui tendait des bananes. Tiens, Marie, mange ta banane, prends la banane. Vu qu'elle était en situation précaire et que même s'ils le savaient, ça les touchait absolument pas. Ils n'étaient pas touchés dans leur cœur par la misère de Marie-Aimée. Donc quand ils avaient des petits sous dans leur poche, des petits centimes, et ça pouvait même aller jusqu'à des 50 centimes. Alors je sais pas ce que vous en dites. Moi, je veux bien jouer, même si je ne l'ai jamais fait, mais j'accepterais plus volontiers de jouer avec des petites pièces de 1 centime, 2 centimes, plutôt qu'avec une pièce de 50 centimes qui commence à prendre une certaine valeur. Et pour eux, c'était rien. Ouais, ils en avaient plein les poches, c'était rien. Et ils s'amusaient à lui jeter sur elle comme ça des sous. Tiens, tu veux des sous? Lui balancer les centimes comme si c'était une malpropre. Et le mieux, c'est qu'ils attendaient de voir sa réaction. Donc si elle ramassait pas, c'était pas trop marrant. Et si jamais elle ramassait les pièces, ce qu'elle faisait la plupart du temps, Bichette,
Et ben là tout de suite il se foutait de sa gueule. Waouh, clocharde! Ah, tu ramasses les centimes, tu es une clocharde et tout, vas-y, tiens, mange tes centimes. Et ça lui balançait, mais comme si c'était des cacahuètes sur un singe, quoi. Quand elle marchait dans les couloirs et qu'on se croisait, vous voyez, un peu comme ça, là, elle était jamais rassurée, jamais, parce qu'elle était tout le temps seule. D'ailleurs, elle elle s'agrippait assez fort à son sac. C'était sa façon de marcher, ça, toujours bien agrippée sur son sac. Et quand elle croisait un groupe de mecs, qu'elle savait très bien que c'était des gens qui lui faisaient vivre un enfer en classe et même au-delà de la classe, comme je disais, elle avait dans le regard en fait une forme d'insécurité. Elle attendait de les croiser le plus vite possible. Parfois même elle s'enfuyait, elle partait en courant, c'est-à-dire que elle les voyait comme ça, qu'ils allaient se croiser. Les garçons, ils commençaient à s'exciter auprès d'elle. Elle savait qu'elle allait en prendre plein la gueule. Donc dès qu'elle arrivait plus ou moins à leur niveau, elle se mettait à courir pour leur échapper. Et la plupart du temps, quand ils étaient vraiment très excités, ils lui couraient après. Et là, il lui faisait tout un tas de saloperies, comme si elle n'avait pas couru aussi. On lui arrachait les cheveux, on lui tirait ses cheveux, on lui faisait des balayettes, on tirait ses vêtements, on essayait de lui piquer son sac, de le jeter par-dessus l'étage, parce qu'on était des classes, vous savez, sur... je crois qu'il y avait 3 étages, si je dis pas des conneries. Et en fonction de l'étage, voilà quoi, c'était, on lui arrachait son sac, par-dessus l'étage, vas-y, va chercher. Et c'était surtout une fille en fait qui se laissait malheureusement faire, parce qu'elle sentait qu'elle était en infériorité. Déjà, elle avait pas d'amis, elle avait pas de soutien. En plus de ça, je pense que ça y joue également, quand tu es une personne physiquement différente, ethniquement en tout cas, de la majorité des autres personnes qu'il y a dans une école, je pense que tu te sens peut-être pas forcément chez toi, tu te sens peut-être pas forcément très à l'aise. Puis je pense qu'aussi socialement, elle voyait bien en fait qu'ils venaient pas du même monde, et je pense qu'elle avait une estime d'elle assez basse. Donc en fait elle se laissait faire, c'est comme si elle acceptait son sort, c'est comme si elle acceptait d'être ce qu'elle était. Et je pense qu'elle a même arrivé à un niveau où elle normalisait presque ce qui lui arrivait, parce que même en termes de professeur, et ça je vous le garde pour la fin du récit, donc c'était quelqu'un qui se défendait pour ainsi dire jamais, mais une fois elle a essayé quand même de se rebeller, je pense qu'elle était à bout, et en fait une fois elle est revenue, comme je vous disais, elle portait souvent les mêmes vêtements, et elle les portait pour toute la semaine, enfin ça arrivait pas tout le temps, mais c'était quand même assez régulier, et là elle s'était faite habiller, donc elle avait une nouvelle tenue, elle avait des bottes. Je me rappelle encore, c'était des grandes bottes. Bon, moi je les trouvais pas jolies, mais pour autant je me suis pas moquée d'elle. Mais elle avait des grandes bottes limite cuissardes en fait, violet, enfin pas violet, genre je vous trouverai la couleur sur internet, mais je dirais entre le lilas, mais qui tirait un peu plus vers le prune, le fuchsia, voilà, peut-être fuchsia, on va dire. Donc elle avait ces bottes là, elle avait un nouveau pull, elle avait une nouvelle veste, enfin elle était rhabillée, et moi je pense qu'elle devait même être fière d'elle. Elle devait être fière, elle devait avoir regagné peut-être un brin de valeur avant d'arriver dans cette école à la con là. Elle devait se dire, voilà, je me sens belle, je me sens habillée. D'ailleurs, elle avait même mis un peu de teinte sur ses lèvres. C'est pour dire que voilà, elle avait quand même ce souci, elle avait une partie d'elle qui recherchait à être coquette, quoi. Et quand elle est rentrée dans la classe, tout le monde s'est mis à l'encercler, à se foutre de sa gueule, à dire mais tu t'es habillée dans une poubelle, t'es allée chez Emmaüs, où est-ce que t'as eu tes fringues, t'as fait la pute, tu t'es prostituée toute la nuit ou quoi, enfin bref, des propos mais violents. Et ils étaient tous encerclés autour d'elle. Elle était assise à son bureau, je revois exactement en fait la disposition de la classe. Il y avait plusieurs rangs comme ça, et elle était genre sur la deuxième rangée, vers le milieu fin de la deuxième rangée. Moi j'étais tout au fond, donc je vois encore très très bien cette scène où tous les mecs comme ça étaient autour, et vous allez certainement vous dire mais où était le prof? En fait en école privée, enfin dans cette école privée, au collège, c'était pas à nous les élèves d'aller nous déplacer dans les salles des profs, sauf pour la technologie, ouais, l'art plastique, je crois, et le sport. Mais autrement dit, c'était une classe fixe, comme quand on est en primaire, sauf que c'était les professeurs en fait qui se déplaçaient à nous. Donc quand un prof quittait une classe, la classe se retrouvait livrée à elle-même jusqu'à ce que le prochain professeur il arrive. Donc au début, il se foutait un petit peu de sa gueule par rapport à la tenue qu'elle avait. Puis très rapidement, on est monté en violence. Ça a commencé après à lui tirer les cheveux comme d'habitude, à lui mettre des calottes derrière la tête. Donc voilà, entre tirer les cheveux, des calottes à l'arrière de la tête et des vraies claques qu'elle prenait sur les joues, cette fille-là, elle a fini par craquer. Donc elle s'est levée. Et ce qu'elle a fait, simplement, en fait, je pense que c'était tout ce qu'elle pouvait faire, et c'était déjà énorme de sa part.
c'est qu'elle s'est mise à pousser un des garçons comme ça qui se tenait trop près d'elle. Donc elle s'est levée et elle l'a poussé comme ça. Comme une petite fille pourrait se défendre, elle l'a poussé. Sauf que c'était l'humiliation de trop, vous imaginez bien. Hein, des bons garçons de bonne famille comme ça, se faire pousser par Marie-Aimée, non mais on marche sur la tête. Et le gars qui s'est fait pousser, en plus de ça, se faisait moquer par les autres garçons. Donc fallait un peu sauver l'honneur, hein. Ça c'était vu d'avance. Donc qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à se monter les nerfs, le mec, d'ailleurs je me rappelle encore de son prénom aussi, c'était... Donc il a commencé à la frapper, et les balayettes, et les coups de pied là, comme ça, vous savez, vous pouvez pas voir, mais vous savez, les coups de pied là, tac, comme ça, là, en biais, dans ses jambes, dans ses bras, dans son ventre, là où il pouvait. Elle portait des lunettes aussi, les lunettes, elles ont volé. Et ensuite, le professeur est arrivé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tous assis. Et voilà, tous assis, qu'est-ce qui se passe? Ben rien, voilà. Tout le monde disait rien. Ça aussi, à la fin, je vous expliquerai pourquoi est-ce que personne ne disait rien, et plus particulièrement pourquoi moi, j'ai pas beaucoup dit de choses non plus. Et donc, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'élèves, en fait, on cautionnait ça et on ne disait rien? Alors déjà, d'une part, c'est peut-être ridicule, hein. C'est peut-être ridicule, mais il faut être capable aussi d'entendre des choses qui sont ridicules, parce que tout aussi ridicules soient-elles, des fois c'est vrai. Et ben c'était simplement que en cette année-là, en ce temps-là, tout ce qui était harcèlement scolaire, en fait, on n'en parlait pas. Voilà, on parlait pas de harcèlement scolaire. Typiquement pas. C'était juste, c'est l'école, les chamailleries, bah oui, hein, les enfants entre eux, oh, ils peuvent être méchants les enfants entre eux. Et ça s'arrêtait là. Et dès qu'on manifestait en fait un problème à un adulte quelconque, souvent, qu'est-ce qu'il nous répondait? C'était « Oh, ces histoires de gamins, ça, mais vous faites vraiment des histoires pour un rien. Ah, calmez-vous, allez, c'est fini, on arrête, vous le faites plus et on arrête. » Et il n'y avait pas vraiment de sanctions en fait par rapport à ça. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de sanctions. Donc ça c'était déjà d'un point de vue hiérarchique par rapport à nous. Puis aussi en tant que nous, il y avait un peu ce rapport en classe. Et ça je pense que c'est de toute époque. Hein, peut-être que même à l'époque d'aujourd'hui c'est encore pareil. Mais dans la classe, si vous voulez, vous avez souvent des élèves un peu dominants, un peu fanfarons. Et voire même des élèves que vous redoutez, que vous craignez un peu. Moi c'était le cas du... C'était un gamin que je redoutais parce que je le sentais instable émotionnellement. Déjà, c'était une terreur avec les professeurs. Il était constamment collé, constamment viré. Il s'intéressait à des choses vraiment douteuses et il me faisait plutôt peur. Et comme je l'avais à côté de moi, moi, j'avais vraiment pas envie parce que j'avais eu un épisode où on m'avait légèrement persécutée aussi. J'essaye d'oublier et de pas en faire tout un plat parce que je relativise beaucoup quand je pense à Marie-Aimée. Mais j'ai eu mon petit épisode aussi où ça s'est pas super bien passé. Et le jour où ça s'est calmé, j'étais bien contente que ça se soit calmé. Et j'avais juste pas envie de prendre le risque que ça me retombe à nouveau dessus. Pendant la scène, la moindre des choses en fait que je faisais, c'était de dire arrêtez, allez c'est bon, arrêtez. Voilà. Donc ça, je l'ai dit, arrêtez. J'avais pas peur de dire arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Mais par contre, je suis jamais rentrée dans la bagarre pour séparer et personne ne l'a jamais fait non plus. Donc ça, c'est un gros regret. C'est un gros regret de ma part parce que j'aurais vraiment aimé en fait avoir l'aplomb et l'assurance que j'ai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si j'assiste à un truc même encore moins grave que ça, je sais que je réfléchirais même pas, que j'aurais déjà la démarche en fait d'intervenir. Mais à l'époque, c'était pas pareil. Pour continuer l'histoire avec Marie-Aimée, donc plusieurs fois je vous ai dit qu'on s'en prenait à son sac, tantôt on le jetait, tantôt on lui piquait, il se balançait comme ça au travers de la classe. Alors elle sautait, elle essayait d'aller chercher son sac, quand c'était pas son sac c'était sa trousse ou ses affaires ou j'en sais rien quoi. Et elle essayait de rattraper, compagnie comme ça, et des fois quand elle essayait de prendre de la main des gens qui lui piquaient ses affaires, elle disait, ah vas-y me touche pas clocharde. Et donc en fouillant son sac une fois parmi tant d'autres, Marie-Aimée, je vous ai dit qu'elle était en puberté, donc elle avait ses règles et elle avait des serviettes hygiéniques dans son sac. D'ailleurs, ça lui est déjà arrivé d'avoir une tache au niveau du pantalon de sang. Et ça, pareil, dès qu'il était question des règles, alors de ses serviettes hygiéniques ou de la tache occasionnelle qu'elle avait sur le pantalon, mais c'était les moqueries, mais à n'en plus finir. Ce qui faisait aussi ces garçons en classe, c'est qu'ils fabriquaient des serbacanes avec des vieux effaceurs ou des... Non, c'est pas les effaceurs. C'était... remarquez, si peut-être. Mais là, plus souvent, c'était avec les bics. Les bics transparents tout simples, ils enlevaient je vais pas vous l'apprendre, hein, je pense que vous savez comment on fabrique une serbacane. Ils fabriquaient des serbacanes avec des petites boulettes de papier bien compactes.
Et il s'amusait à lui souffler comme ça, en pleine classe, dans la nuque, dans la tête, à la visée, enfin, ça les faisait rire. Quand c'était pas de la Sarbacane qui lui balançait en pleine gueule, c'était des gommes ou voire même leur mouchoir usagé. Il prenait un mouchoir, il se mouchait bien dedans en plein hiver, hop, une boule et bam, tiens Marie-Aimée. Elle s'est également fait cracher dessus des dizaines de fois, elle s'est également fait tirer les pulls, soulever les jupes quand elle en mettait, enfin, presser les seins aussi. Et franchement, je sais pas ce qu'on lui a pas fait. Plus je déblatère, plus je me dis mais qu'est-ce qu'elle a pas subi, qu'est-ce qu'on lui a pas fait à cette Marie-Aimée. Quand c'était l'été, parfois on avait nos petites bouteilles d'eau aussi avec nous, donc on buvait de temps en temps, voilà, une gorgée par-ci, une gorgée par-là. Donc pour l'emmerder pareil, c'était soit on lui renversait comme ça sur la tête, mais sans pression, hein, on lui renversait comme ça sur la tête de l'eau dans ses cheveux, ou bien alors c'était carrément comme ça des jets d'eau de la bouteille directement, et quand c'était pas des bouteilles de la jet d'eau, c'était de l'eau dans la bouche et comme ça sur la gueule. Autre chose, et ça c'est ce qui moi me terrifie le plus, on va dire, c'est que ça aurait pu aller loin quoi, c'est surtout ça. Et parce que là c'est jouer avec des peurs qui ne sont vraiment pas marrantes. C'est que tout jeune qu'on était, tout fragile qu'on était, y en avait qui voulaient se donner un peu le genre et qui fumaient régulièrement en fait à la sortie de l'école, donc ils avaient des... Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'amusaient à terrifier Marie-Aimée avec le briquet en essayant de la brûler. Donc ah non, il y a encore autre chose de pire que ça. Je pensais que le feu c'était le pire, mais... Donc ils jouaient avec le feu et elle avait peur du feu, Marie-Aimée. Donc est-ce que c'est par rapport à ce qu'elle a vu et subi pendant le génocide? C'est possible, après ça peut être une peur du feu qui lui vient de... Voilà, comme ça, comme on peut avoir peur des serpents ou des araignées. Ils s'amusaient à donc lui faire peur avec le feu comme ça. Ils essayaient de lui mettre le feu au pull, aux cheveux, à ce qu'ils pouvaient en fait. Bon, heureusement, il n'y a jamais eu de drame, enfin moi j'ai jamais vu de drame, mais elle avait vraiment peur. Donc elle se mettait en défense à chaque fois, elle qui ne bougeait jamais, qui encaissait sans bouger. Là on voyait vraiment qu'elle avait peur, donc elle se défendait comme elle pouvait, elle essayait de les chasser comme ça, et je lisais sur son visage en fait la peur de cette petite flamme. Et le truc le plus choquant, on y vient, c'est qu'en technologie, on devait fabriquer, vous savez, je pense qu'on a tous fait ça, les soudures. Donc on devait souder des trucs, mettre des diodes, des machins, il fallait que le circuit fonctionne aussi, donc nous on avait fabriqué... un truc avec des petites diodes en fait, une genre de plaque, une plaque en plastique qu'il avait fallu percer, mettre des diodes et puis faire tout le raccord à l'arrière et les soudures. Et bien sûr, on était tous équipés de fer à souder. Et là c'est un garçon qui a été viré d'ailleurs l'année suivante, qui a commencé à s'exciter du coup avec le fer à souder. Et lui aussi c'était un gars dangereux, un inconscient, mais de toute façon il faut se dire ça aussi, c'est que dans les écoles privées, je sais pas encore trop maintenant, mais à l'époque, on avait tendance à dire oui, mettez vos enfants en privé, ils y seront bien, meilleure fréquentation, machin, tout ce que vous voulez. Mais il y avait aussi pas mal d'élèves dont les écoles publiques ne voulaient plus. Et à un moment donné, quand les écoles publiques ne veulent plus de ces gosses-là, ils vont en privé, hein, oui. Et donc il y avait ce garçon-là, voilà, qui trouvait ça marrant qu'on se brûle, en fait, de brûler, de faire peur comme ça, avec le fer à souder. Et moi-même, j'étais terrifiée, il essayait de me brûler avec aussi. Et j'étais terrifiée par ce fer à souder parce que je le voyais fondre du métal. Je disais mais ça sur la peau, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et il fallait se retenir, je me disais mais retiens-toi de montrer que t'as peur, parce que si tu montres que t'as peur, il va jouer avec ta peur, il va de plus en plus vouloir te brûler. Et c'était mal vu de cafeter au prof, forcément c'était mal vu de dire un tel. Surtout quand c'est un garçon populaire. Et moi je traînais avec des gens qui en fait essayaient de se défier un petit peu sur la douleur. Donc il se faisait beaucoup de choses qui faisaient mal et le but c'était de résister à la douleur. Mais c'était pour plein de trucs. Et là, si jamais tu étais là, j'ai mal pour un fer à souder, t'étais un bolos quoi. Et du coup Marie-Aimée, c'était la cible encore une fois. Donc elle s'est faite complètement cerner. Je vais pas inventer parce que j'ai pas vu jusqu'au bout. Je ne sais pas si elle a été touchée ou pas. Je sais que il y avait des garçons qui avaient été touchés. Ils avaient la marque du coup du fer. Mais pour Marie-Aimée, je sais pas. Mais en tout cas, la tentative de lui faire peur et de la brûler avec, oui, ça, ils l'ont persécutée, ça c'est sûr. Voilà, je vous ai dit, je ne sais pas ce qu'elle n'a pas subi, Marie-Aimée. J'ai aussi un souvenir d'elle où elle se faisait dessiner dessus. Donc à coups de marqueur, machin, voilà, on s'amusait à la bariolée, c'était marrant. Dès qu'elle était touchée, en fait, c'était good. Donc elle avait du marqueur sur la joue, sur les bras, sur ce qu'elle voulait, les vêtements. Bref, c'était pas grave, c'était que Marie-Aimée. Et... franchement, je lui tire mon chapeau parce que en plus de n'avoir jamais réagi, en plus de n'avoir jamais rien dit, d'avoir encaissé ça seule, mais voilà la force
Voilà la force de l'âme. J'espère vraiment que Dieu la bénisse. J'espère vraiment que aujourd'hui elle va bien, mieux en tout cas, et qu'elle a une bien meilleure situation qu'à l'époque et qu'elle est stable. Parce que c'est une putain de guerrière, Marie-Aimée, je peux vous le garantir. Parce que savoir encaisser autant de douleurs, autant de souffrances, que ce soit dans sa vie personnelle que dans sa vie du quotidien, et de se dire en plus de ça qu'elle a quasiment, moi je l'ai quasiment jamais vue manquer un cours. On pourrait dire oui, je me fais harceler, j'ai plus envie d'aller à l'école, j'y vais plus. Marie-Aimée est toujours venue. De temps en temps, elle manquait, pas longtemps, quoi, quand elle avait vraiment peut-être une gastro, une maladie ou quelque chose qui l'empêchait de venir. Mais autrement dit, elle a toujours été là. Et, parce que j'ai envie de conclure quand même sur quelque chose d'un peu plus positif. Attendez, je regarde si j'ai... Et pour finir sur quelque chose d'un peu plus positif, on va dire, c'est que j'ai souvenir une fois qu'on était arrivés toutes les deux en retard. Et nous, à l'époque, quand on arrivait en retard, il n'y avait pas de CPE truc ou enfin, de vie scolaire. Voilà, c'est plutôt ça. Il n'y avait pas de vie scolaire. Nous, il fallait qu'on aille voir le préfet. Il s'appelait le préfet. Donc on allait voir le préfet et c'était le préfet qui nous remplissait un papier et qui nous disait si on devait aller en cours ou si on devait aller en études. Donc il nous a délivré le papier pour monter en classe. Et là, je me retrouve avec Marie-Aimée. Et je décide de monter avec elle, en fait, de rester à côté d'elle, de monter avec elle. Et là, je lui parle, et en fait, je lui parle comme si de rien n'était. Et je crois que je lui parle d'un petit problème, d'un pépin, d'un grain de sable dans ma vie, en rapport avec ma meilleure amie de l'époque. Écoutez, je sais pas comment vous dire, elle m'a écoutée avec une grande attention, elle m'ouvrait ses grands yeux comme ça pour me regarder, elle m'écoutait vraiment, la bouche entrouverte, enfin, vraiment, elle écoutait avec une grande attention. Et elle avait de la compassion pour mes problèmes de rien du tout, à côté des siens. C'est-à-dire qu'elle m'écoutait et elle réagissait du cœur, spontanément. Elle faisait des choses du genre... Oh, c'est pas gentil. Et là, j'entendais en fait l'âme de cette fille qui parlait. Parce que comme on lui adressait jamais la parole, on savait pas comment est-ce qu'elle s'exprimait, on savait pas quel genre de fille c'était. Moi, je me suis rendu compte que c'était une fille super adorable. Avec un cœur gros comme ça et qui se souciait beaucoup des autres. Donc voilà, la moralité c'est que à l'époque, tout ce qui était harcèlement scolaire c'était peu répréhensible et surtout assez peu pris au sérieux parce que c'était toujours mis sur le compte de oui mais c'est l'école, faut en passer par là, nous-mêmes on est passé par là, comme pouvaient dire nos aïeux. C'est une étape dans la vie, il faut y passer, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux y faire, on peut rien y faire, il y a des enfants méchants, vous ne savez pas ce que c'est les vrais problèmes, bref. C'était vraiment minimisé. Aujourd'hui, vous avez la chance, je dis vous, je m'adresse à ceux qui vont encore à l'école, mais aujourd'hui vous avez de la chance d'avoir des voix grâce à Internet, notamment aux médias sociaux. On a la chance, on a des voix pour dire non, c'est pas normal. Non, il n'y a pas de oui, mais il y a des enfants méchants. Non, c'est juste non en fait. Et si jamais vous voyez quelqu'un se faire harceler, prenez-le au sérieux et soyez beaucoup plus réactif que je n'ai pu l'être. Vous laissez pas impressionner par les coqs comme ça que vous avez en classe. Qu'est-ce que vous leur devez au final dans votre vie? Regardez-moi, les gars là qui m'impressionnaient, qui étaient un peu dominants sur la totalité de la classe, de la masse, ils sont qui? Ils sont quoi aujourd'hui? Est-ce que je les fréquente encore? Que dalle! Ils ont disparu de mon champ de vision total. Et c'est certainement ce qui se passera aussi avec vous. Donc, commencez pas à vous dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. Vivez sans regret, les amis. Si vous trouvez qu'une situation, elle est injuste, alors battez-vous pour qu'elle devienne juste. N'hésitez pas à partager la vidéo si jamais vous trouvez qu'il y a un intérêt à ce qu'elle le soit. Je vous laisse venir me rejoindre sur mon réseau social Instagram. Et je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir écouté, regardé. Et on se dit à très vite. Bye bye.